Bonjour et bienvenue sur Polysoutien, le podcast qui prend soin de vos amours. Nous faisons aujourd'hui connaissance avec Gwen. Gwen a connu la polyamorie de façon assez récente et a dû l'expérimenter à une époque où la France était confinée. Notre échange sera l'occasion de voir l'impact que ça a eu sur ses relations. Si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez faire un don sur mon compte Patreon. Et vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Je laisse maintenant la place à Gwen. Restez à l'écoute. Nous sommes actuellement avec Gwen. Bonjour Gwen. Bonjour. Donc moi c'est Gwen, je suis un homme, je sais pas si je dis hétéro, cisgenre ou ce genre de choses, de 30 ans cette année et je suis polyamoureux depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Je suis toujours avec ma fiancée avec qui je suis depuis 7 ans maintenant et sinon j'ai une autre partenaire depuis 1 an et demi à peu près. Est-ce que tu pourrais me raconter ton crush amoureux, celui qui est le plus éloigné dans ta mémoire? C'était en primaire, à mon avis, avec une fille de ma classe. Je continue à avoir un crush sur elle pendant 10 ans peut-être, à peu près. Oui, ça a duré pas mal quand même. Ouais. Bah après, ça, on n'a jamais eu de relation autre qu'amicale, donc bah forcément, j'avais toujours ça qui me trottait un peu dans la tête, quoi. Mais... D'accord. Donc sinon, dans ta période maternelle et école élémentaire, quel était ton rapport à l'amour à cette époque? Par rapport à l'amour, bon, je pense que t'avais, comme tous les enfants de cet âge-là, mon principal amour, c'est l'amour parental, on va dire. Après, je me rappelle, quand j'avais 4 ans, c'est peut-être un de mes premiers souvenirs de ressentir le manque d'attention de ma mère quand elle était enceinte de mon petit frère ou qui venait tout juste d'accoucher. Je pense que c'était juste après, parce que je me rappelle pendant la grossesse, j'étais content. Et après, bah ouais, forcément, comme c'est un bébé, il demande de l'attention. Et puis, moi, comme j'étais le premier et le seul et attendu pendant longtemps, bah j'étais plus le cœur de toutes les attentions. Ça, je me rappelle, ça m'a un peu marqué. Et d'autant que, bah, comme en fait, mon père était routier international, donc je le voyais quasiment jamais. Donc il y avait surtout ma mère qui était là. Je pense que mon premier rapport à l'amour, c'était ça, c'est le rapport parental entre une mère qui fait le taf seule et du coup qui peut pas forcément donner autant à deux que s'il y en avait qu'un, et surtout du fait que l'autre parent soit pas là, quoi. Et d'un point de vue scolarité, comment ça se passait toute cette période? Moi, c'était pas trop mal. L'école, j'avais pas de soucis. Je pensais que je me faisais un peu chier parce que j'avais le cerveau qui tournait plutôt bien. Je suis un gros flemmard de nature. Je faisais depuis que j'ai 3 ans le strict minimum pour que ça passe. Mais du coup, ça passait. Et puis je pouvais un peu foutre le bordel à côté, donc j'étais un peu content. C'est juste comme j'étais petit et d'abord tout fin puis gros. J'ai mangé du harcèlement scolaire pendant quasiment une dizaine d'années, entre 5 et 15 ans à peu près. Après, voilà, la scolarité, c'était qu'une partie de ma vie, sinon, parce que je faisais beaucoup de sport, j'étais assez pas mal dans les assos, notamment la bibliothèque municipale, où je faisais passer, je sais pas, une dizaine d'heures par semaine, quoi. Donc tu entres au collège. Comment ça se passe au collège, ne serait-ce que d'un point de vue scolaire ou sentimental? Scolaire, toujours pareil, le harcèlement qui continue, et sentimental, c'est le néant à peu près. Et je pense aussi c'est en partie dû au harcèlement scolaire. C'est comme ça. Oui, c'est difficile de nouer des amitiés et des sentiments amoureux lorsqu'on est en phase de harcèlement, effectivement. Non, exactement, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le côté que ça détruit l'estime de soi, etc. Donc, c'est pas facile de penser que quelqu'un peut s'intéresser sérieusement à soi. Et il y a aussi d'éventuelles craintes. Si t'as une copine alors que t'es harcelé, il y a peut-être moyen qu'il se fasse harceler aussi. Ça va commencer à devenir un peu plus clair, un peu plus possible, on va dire vers autour de 14 ans, je pense. Un moment aussi où déjà j'ai grandi, j'ai vraiment commencé à travailler, j'avais plus de 12 ans, quoi. Et donc là je me suis dit peut-être qu'à un moment on va s'intéresser à moi, quoi. Et puis c'est aussi arrivé où le harcèlement scolaire a pris fin, on va dire, où j'ai mis fin de force en fait. C'est arrivé au bout d'un certain temps, je commençais à travailler, notamment comme ouvrier agricole, à faire du sport, etc. Donc j'étais venu un peu un tas de muscles, et du coup je tapais tous ceux qui se moquaient, donc plus de harcèlement à ce moment-là. Là, tu me dis le harcèlement, d'après ce que j'ai compris, a dû s'arrêter aux alentours de ta quatrième. Ouais, c'est ça, en quatrième exactement. Alors comment ça s'est passé du coup, quatrième, troisième? Ça allait un peu mieux, j'avais un groupe de potes assez solide de mon bled, à peu près on va dire homogène socialement, quoi, et ça se passait plutôt bien. Là, je commençais à sortir. Puis il y a eu aussi dans ces années-là l'arrivée d'Internet à la maison, donc qui a changé quand même pas mal de choses. Ouais, non, la fin de scolarité, on va dire
paradoxalement, au global, dans ma vie, ça allait mieux parce que je sentais que ça commençait à avancer, qu'il y avait des évolutions. Côté personnel, familial, c'était plutôt le chemin inverse. C'était le début de la descente aux enfers, mais voilà, ça n'a pas trop impacté. Sinon, plutôt, on va dire sentimentalement, je commence à tourner autour, on commence à me tourner autour, mais rien de bien concret tout de suite, je crois. Quoique, si, je crois que ma première copine, j'ai dû avoir autour de 14 ans à peu près. Donc tu quittes le collège, tu vas au lycée après, tu fais autre chose, comment ça se passe? Non, collège, lycée, direct. Je suis arrivé au lycée avec un an de retard, donc à 15 ans. D'accord. Comment ça se passe au lycée du coup? Ah, le lycée, c'était beaucoup, ouais, le lycée, c'était la merde, par contre. Je suis arrivé en seconde, en fait, j'étais dans un lycée, lycée catho privé assez coté, assez bon académiquement. Ouais. Ils ont quasiment, toujours 100% de taux de réussite au bac, tu sors avec un trimestre d'avance sur tout le monde. C'est bon niveau, quoi. Et j'en ai chié de ouf. Et à côté, j'en ai chié encore plus, quoi. Quand je t'ai dit, la descente aux enfers a commencé au milieu du collège. Ça, c'était avec, du coup, les absences de mon père un peu et l'alcoolisme de ma mère de plus en plus. Et là, on est arrivé, genre, un peu le paroxysme. Et du coup, il y a en gros toute ma vie qui a explosé dans le cours de l'année, genre juste en avril 2010. Et du coup, j'ai complètement craché ma fin d'année scolaire. Là, j'ai failli redoubler. Enfin, c'était très compliqué. Et du coup, je me suis séparé avec celle qui était ma copine de l'époque, ce que j'ai pas trop bien vécu, parce que c'est voilà, c'était pour faire court, mon père a divorcé de ma mère en raison de son alcoolisme et s'est remarié avec la mère de ma copine de l'époque qui a divorcé avec son père du coup pour se remarier avec le mère 2 ans plus tard. Ah ouais, l'ambiance ne devait pas être terrible dans le couple. Ouais, c'était compliqué. Il tombait plus le même mois que le suicide d'un de mes cousins que j'aimais beaucoup et un mois avant le départ de ma mère de la maison. Du coup, c'était une période où il y a tout qui est arrivé un peu en bloc. Ça a fait mal, hein, clairement. Puis ça a fait aussi exploser mon cercle de potes. Cette histoire avec ma copine de l'époque, ma belle-sœur maintenant, je crois. C'est ce que j'allais dire. Et vos parents sont toujours ensemble du coup? Ouais. Ils ont Ça doit emménagé. être sympa les réunions de famille. On se voit plus du coup. Ah. Ouais, parce que dans la période, en fait, si tu veux, comme ma mère était alcoolique et mon daron pas trop là, et mon frère et moi j'avais, on va dire 15-16 ans et mon frère autour de 12. On se retrouvait seuls la plupart du temps. Et du coup, on a pris l'habitude d'une certaine liberté sur pas mal de sujets, enfin tout ce qui concerne une grosse partie de la vie domestique, quoi. Et du coup, quand ma mère est partie et quelques mois plus tard, ma nouvelle belle-mère est venue s'installer avec de nouvelles règles, enfin déjà le retour des règles, de règles qui n'étaient pas celles qu'on avait avant, d'une personne qu'on n'a pas forcément choisie, voilà, j'ai été extrêmement mature à l'époque dans ma manière d'accueillir cette relation. Je savais que mon père, s'il trouvait pas quelqu'un, il était foutu. Globalement, il arrivait sur ses 60, entre 55 et 60 ans. Donc malgré cette histoire de règles qui arrive, tu l'as accueilli positivement. C'est pas. Au tout début, oui, parce que je savais qu'il y avait besoin pour mon père, quoi. Mais après, je l'ai pas trop accueilli négativement, moins que mon frère, parce que moi j'étais plus âgé déjà, j'arrivais 16-17 ans, j'étais dans les starting blocks pour partir, j'avais tous mes meubles et tout. Je sentais que j'allais partir vite, quoi, tu vois. C'est juste que fallait que j'allais avoir à faire le dos rond pendant 1 ou 2 ans et dès que j'avais mon bac, j'allais me barrer, quoi. Du coup, la cohabitation n'était pas forcément simple, mais donc, globalement, en tant qu'on me foutait la paix, surtout à ces moments, j'ai commencé à consommer du cannabis en grande quantité aussi, pour lié à tous les chocs que j'avais vécu, etc. Du coup, ça allait très bien comme les dans mon coin, quoi. Mais du coup, émotionnellement, j'ai commencé le lycée, j'étais en couple, ça se passait plutôt bien. Après, j'ai été célibataire on va dire le reste du lycée, j'ai eu quelques relations quand même. Mais rien de rien de si sérieux que ce que j'avais pu vivre auparavant. Et sinon, ouais, moi, ce que je retiens du lycée, c'était une période très dure émotionnellement, mais pour tout un tas de raisons, quoi. Enfin, pour la difficulté scolaire, les difficultés liées à ma vie personnelle, les moments où je savais pas ce que je voulais foutre de ma vie, je voyais que tout était en train de partir en couille. Je savais même pas si j'allais survivre à cette période, donc c'était vraiment pas évident.
Mais sinon, ouais, pour le détail, il y a quand même un moment, fin de ma seconde, donc première année de lycée, c'est la première fois où j'ai été amoureux de deux personnes en même temps. Et ce qui était un peu unique, mais je me suis pas rendu compte sur le coup. Enfin, voilà, c'était juste C'est pas ce que possible. tu as repéré après coup quand tu y repenses, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que en gros, bah, j'étais avec ma copine de l'époque. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. J'étais très bien, tu vois. Et dans ma classe, j'ai rencontré une autre femme qui avait un an de moins que moi, du coup, qui était très très sympa et vraiment j'avais tout pour me plaire et je pense que j'en ai été amoureux, parce que c'est juste que bah à l'époque j'avais une relation plurielle, etc. C'était même pas dans le champ du possible, quoi. Mais ça, ouais, du coup je l'ai noté après quand j'ai découvert le polyamour. Mais c'est totalement ça, hein, quand on entre dans les relations plurielles et qu'ensuite on regarde son passé, on voit qu'on avait des signes avant. D'ailleurs, j'invite les éventuels auditeurs qui seraient là à écouter sans eux-mêmes pratiquer les amours pluriels, à s'interroger sur leur passé, à observer leurs relations et voir s'ils ont eu deux relations qui étaient très très proches au point qu'on pourrait dire qu'elles se sont confondues, ou simplement un souvenir dans lequel ils auraient sacrifié une relation parce qu'une deuxième à côté devenait une relation officielle. Moi, ça m'arrivait. Ma première relation, celle qui est devenue aujourd'hui ma femme, j'avais un crush pour une deuxième personne en même temps. Et à ce moment-là, pour moi, c'était logique d'arrêter cette relation pour privilégier celle qui devenait officielle. Je pense que je ne dois pas être le seul. Donc, le lycée, tu arrives jusqu'au bac. Comment ça se passe? Tu arrives quand même, malgré tous ces déboires, à t'en sortir scolairement? Ouais. Bah, du coup, fin de seconde, j'ai failli redoubler. Là, c'était ce qui était inconcevable pour moi. Donc, j'allais déjà redoubler une année plus tôt, et ce qui avait été quand même une épreuve, parce que j'avais quand même une assez haute idée de moi-même, quand même, un minimum d'ego. Du coup, j'ai failli partir à l'armée, je crois. J'étais prêt à m'engager, c'est juste que comme j'étais mineur, je pouvais pas signer les papiers. Et je devais attendre que mon père revienne. Et je crois que c'est le sous-directeur, en fait, il venait de mon village. Et on jouait au foot ensemble, donc il connaissait bien ma situation familiale et il voyait enfin, il savait pourquoi j'étais pas en très bonne situation scolaire, quoi. Et d'autant qu'il avait l'âge de mon cousin disparu et qu'ils étaient, je crois, en classe ensemble. Et il a vu que j'avais du potentiel plusieurs fois. Enfin, c'est des remarques que les profs avaient souvent, c'est que j'avais énormément de capacités, mais que vu que je foutais le bordel, et que je bossais, que je foutais rien à côté, je faisais jamais mes devoirs, je les exploitais pas, quoi. Et du coup, il a voulu quand même me donner ma chance, et plutôt que de m'envoyer à l'armée, de me faire passer en bac technologique plutôt qu'en bac général, ce que j'avais demandé, parce que j'avais pas forcément le niveau en plus avec mes petites défaillances scolaires. Et du coup, j'ai été envoyé en bac. À l'époque, c'était STG, les bacs gestion marketing. Ce qui était vraiment pas ma tasse de thé, ce qui a aussi joué beaucoup pour le fait que le lycée c'était dur. Moi, j'étais très entre l'anarchisme et le communisme. Et je me retrouve à manger de l'économie du marketing et à apprendre le marketing sensoriel, toutes les carottes de la communication. J'ai passé 2 ans vraiment à être ulcéré, quoi, l'obsolescence programmée, etc. Et en même temps, c'est important de connaître son ennemi. Bah oui, c'est ça. Et aujourd'hui, ça me sert beaucoup parce que je suis dans la gestion d'établissements culturels. Mais ouais, à l'époque, c'était vraiment aussi un moment de découverte de comment le monde il est crado, quoi. Je comprends. C'était pas forcément évident. Mais ouais, sinon, le bac, ça s'est plutôt bien passé. Un peu comme d'hab en faisant le service minimum. Moi, les premières épreuves de bac en première, moi j'étais ouvrier agricole, je commençais à travailler à 12 ans. Je travaillais 1 mois, puis 2 mois, et arrivé à la fin du collège, je bossais 4 mois dans l'année. Et du coup, les épreuves de première, j'y suis allé, je crois, je sortais du champ, donc oui, j'avais de la terre sur les mains, et j'avais juste passé un short et les tongs. Et la deuxième année, le bac, je crois que j'ai commencé à bosser 2 semaines avant. J'ai eu le bac, je crois, avec mention, ou juste à la porte de la mention, en foutant quasiment rien et en temps défoncer la moitié des épreuves. Du coup, Oui, surtout si tu étais dans les champs en train de bosser, forcément, tu n'avais pas 100% de tes capacités tournées sur le scolaire. Hein. Exactement, mais ça, j'ai remarqué ça que des années après. Mais... Et sinon, ouais, le bac, je l'ai eu, j'étais content. J'avais eu mon permis aussi le mois d'avant et j'avais monté mon dossier, j'étais accepté
pour aller à la fac. Donc l'été de fin de lycée, par contre, j'avais recommencé à me faire des potes et tout ça. C'était je pense un des meilleurs moments de ma vie. Le moment où tu sens que ta vie commence et il y a que des promesses quasiment, quoi. Surtout avec les années que je venais de passer, j'avais beaucoup d'espoir que l'avenir serait mieux, quoi. Et du coup, ouais, je pense que c'est un des plus beaux étés de ma vie. Ça, c'était bien. On est en quelle année à peu près là? Alors, on est en 2012. D'accord. Et donc ensuite, tu te tournes vers quoi? Alors, au départ, j'avais demandé en tout cas de continuer l'équivalent de mon bac STG à la fac, parce que donc j'ai fait une première année d'AES que j'ai raté parce que il y a plein de trucs. J'étais complètement happé par la sociabilité étudiante et il y a plein de trucs, comme je m'en foutais, j'avais la flemme d'aller en cours. Et à la fin de cette année-là, j'ai senti que, en fait, si mes études m'intéressaient pas, j'aurais la flemme de bosser, donc j'ai galéré de ouf à avoir ne serait-ce qu'une licence. Donc je me suis dit, j'aimerais orienter et faire un truc qui me plaît, et peu importe si c'est pas rentable sur le marché du travail derrière, etc. Parce que de toute façon, si je le fais pas, j'aurais jamais de diplôme, en fait. Et donc je me suis orienté un truc à l'époque qui s'appelait la licence histoire parcours administration. Je suis tombé dessus par hasard, mais c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Je suis passionné d'histoire depuis toujours, j'adore tout ce qui est géopolitique, etc. Et comme c'était le parcours administration et que je venais d'administration économique et sociale, j'avais en gros un gros tiers des cours en moins, donc je pouvais en plus chiller. Donc c'était bien, j'ai fait ça. La première année de reconversion du coup en licence histoire, en réorientation, je me suis refait happer par la sociabilité. Entre-temps, j'avais commencé à bosser aussi en tant que livreur pour un resto japonais. Du coup, c'était vraiment pas évident à l'époque de faire la balance entre le temps universitaire pour les cours, plus les révisions de boulot, les exposés, le temps professionnel qui est un temps impératif parce que sinon tu perds ton taf, et la sociabilité. Et ce que j'ai découvert aussi cette année-là, du coup, c'est cette année-là que j'ai rencontré la personne qui est aujourd'hui ma fiancée, avec qui je suis depuis 7 ans. Donc c'était un peu compliqué. Donc la première année de réorientation, j'ai redoublé. Donc je crois que j'ai fait 4 premières années au début. Et donc c'était compliqué à vivre, mais vu que ma vie était quand même assez sympa à ce moment-là, ça me permettait d'avancer quand même, quoi. Et c'est à partir du moment où je suis passé en deuxième année, là, j'ai compris comment ça marchait, quel était l'équilibre à observer entre tous ces temps. Du coup, là, ça a bien roulé, quoi. En gros, j'ai ma première année, je crois que j'ai eu 10,5 de moyenne, deuxième année, 11,5, et je l'ai fini avec 12,5 la mention, quoi. Et pareil au master, je suis resté première année de master, du coup, je continuais cette trajectoire-là. Et la deuxième année, par contre, je l'ai eu de justesse, mais là, c'était lié contexte perso et global, on était en plein Covid. Donc tu as rencontré ta future femme dans cette période, à la fac, si j'ai bien retenu? Sur la période de la fac, ouais, c'était ma troisième année universitaire, donc on s'est rencontrés la toute fin de 2014, on s'est mis ensemble en 2015. On s'est séparés une fois au bout de quelques mois, et on s'est remis ensemble 5 mois plus tard, un truc comme ça. Donc là, tu quittes, tu arrives à la fin de la fac, tu sors avec un diplôme, comment ça se passe? Ouais, je finis master gestion des patrimoines et musées. Donc en 2020. Et du coup, à ce moment-là, je suis polyamoureux. Enfin, j'ai commencé à réfléchir au polyamour. C'est à ce moment-là que la bascule va se faire. D'accord. Et donc à ce moment-là, tu es avec ta future femme ou c'est dans la période où il y a eu un trou? Non, le trou, c'était vraiment au tout début. Hein. On était limite D'accord. ensemble avant. Donc là, vous êtes ensemble depuis 4 ans, si j'ai bien retenu. Ouais, c'est ça, si tu veux. On s'est rencontrés en 2015 et le polyamour, du coup, c'est ma conjointe qui m'en a parlé l'été 2019, donc entre les 2 années de master. Donc c'est quelqu'un qui t'en parle sans que tu te sois posé la question toi-même. Tout à fait. En fait, c'est ma compagne actuelle. Et c'est la fin de l'été, je crois, parce qu'on allait démarrer une deuxième année, enfin notre fin de master, on va dire, et c'était très compliqué pour nous parce que moi j'étais entre Brest et Quimper, elle était entre Brest et Rennes, donc on devait avoir, je sais pas, 2 apparts, un hôtel, en plus on avait des potes qui vivaient à la maison, enfin c'était un bordel, quoi. Et du coup, elle commençait à me parler aussi de ça, quoi,
m'amener un peu gentiment vers le sujet, parce que à la base de monogame strict, moi je connaissais rien d'autre, en gros, quoi. Au début, surtout pour en parler, déjà le faire rentrer ce fait-là dans mon champ mental, on va dire, et dans mon univers, et que je vois un peu qu'est-ce que j'en pense, parce que en fait elle est polyamoureuse naturelle, elle est née comme ça, elle leur sent depuis qu'elle est petite, enfin voilà, c'est juste qu'elle avait jamais réussi à lier ça avec une relation monogame, on va dire. Et du coup, elle m'en parle. Et pendant cette année-là, 2019-2020, on commence à y réfléchir, à tâtonner un peu. Première réaction, au moment où elle m'en a parlé, j'ai un peu compris. J'ai pas été bloqué par ça. J'ai un peu compris dans quel sens ça allait et quel sentiment ça mobilisait. Pareil, philosophiquement, j'ai réfléchi un petit peu, enfin très même en une demi-heure, au final, avec les arguments qu'elle m'avait donnés. Et ça me paraissait tout à fait logique sur la liberté d'aimer, sur le fait de ne pas posséder l'autre, ce genre de choses, quoi. Enfin, sur toute la philosophie de relation qui va avec. Et déjà, simplement purement philosophiquement et logique. Ça me paraissait beaucoup plus logique, naturel, on va dire, et même un peu intéressant. Enfin, c'était un truc qui m'intéressait à creuser, quoi, émotionnellement. Et puis donc ça a mis quelques mois, et puis ça à infuser un peu, quoi, à se mettre en place, à en parler gentiment et à essayer de débroussailler un peu avec enfin tous les errements liés à cette période de transition, mais on y a réfléchi pendant à peu près un an, je crois, 2019-2020. Après, avec il y a eu le Covid aussi qui arrive entre-temps, donc ça a un peu pété tout ce qui était les rencontres, etc. Même la vie sociale, en fait, a été pulvérisée par le premier confinement. Mais on continuait à en parler, on discutait, à avancer un petit peu, même si sur le plan social, c'était freeze. Et on a vraiment passé le pas, du coup, fin 2020. Parce que pour ma conjointe qui était, on va dire polyamoureuse naturelle, du coup c'était, je sais pas si on peut dire presque un besoin pressant, mais vraiment il y avait ce besoin là. Et moi au contraire, c'est quelque chose qui me faisait vachement peur, quoi, parce que je le connaissais pas, donc j'étais un peu je freinais un petit peu, quoi. Et du coup à un moment j'ai ressenti qu'elle avait ce besoin et je me suis dit vas-y on y va, et c'était pas dans le bon cadre. En fait c'était avec pendant une soirée qu'on avait organisée nous tous, enfin tous présents pour l'anniversaire d'une copine. En gros elle a chopé un mec chez nous dans notre salon alors que j'étais présent dans la pièce, et elle m'a demandé s'il pouvait aller dans la chambre, sauf que j'étais encore présent. Ouais. Immense, quoi. Émotionnellement ça a fait un peu trop, parce que en plus Oui, c'est beaucoup d'un coup là, ouais. voilà, c'est ça. En fait, encore dans l'absolu, ça allait. C'est juste un peu, plus j'étais bourré et tout, donc émotionnellement pas le plus solide, quoi. Et en vrai, moi, ce qui m'a tué, c'est que je connais cet appart et je reconnais les vibrations et les booms du lit contre le mur. Et c'est ça qui m'a fait un peu sauter un plomb. Donc j'ai marché 10 km, un truc comme ça. Et du coup, c'était comment dire, un baptême du feu corsé. Mais tu t'es pas énervé, et ça c'est déjà bien dans les circonstances dont on parle. Tu as préféré partir plutôt que d'aller les interrompre. Ah ouais, non, en vrai, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Ouais, voilà. Après, c'était aussi un peu, comment dire, vu qu'elle m'avait posé la question, même si c'était pas, si la manière de la poser ou l'environnement au moment de la poser était pas le plus sain et le plus safe pour moi, je me suis un peu obligé d'accepter, on va dire. Enfin, en tout cas, je me sentais obligé d'accepter d'une certaine manière. Mais vu que je lui avais dit OK, je savais que j'avais dit que c'était bon, donc je devais tenir bon mon choix. En fait, c'était, je devais tenir mon engagement. C'est juste que je les aurais pas interrompus. Voilà, c'est pour ça que je suis parti, quoi. Mais puis après, c'est pas plus mal non plus, parce que ça m'a un peu, enfin moi je trouve a posteriori, ça m'a un peu botté le cul en fait sur cet événement-là, parce que je me suis dit tu peux pas freiner éternellement. En fait, pour elle, c'est comme un besoin, presque un besoin vital en gros, et tu peux pas l'empêcher. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on y va. Et c'est à ce moment-là que je me suis inscrit sur les sites de rencontres, etc. Et puis, au final, c'est ma première relation polyamoureuse est venue assez vite. C'était peut-être un ou 2 mois plus tard. Et c'est vraiment au moment de cette première relation, en fait, que j'ai pleinement compris,
en fait, avec la première NRE, tout ça, puis de vivre cette relation en fait qui était différente et très 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 intéressante et que j'ai compris. En fait, il a fallu que je le vive pour le comprendre. Cool, Oui, après. je comprends. Et puis, l'avantage pour toi, c'est que même si tu avais eu un baptême du feu un peu hard, Ouais. ça avait pour toi cet avantage de ne pas culpabiliser parce que même quand nos compagnons sont OK et nous ont donné le feu vert, malgré tout, on ressent une certaine forme de culpabilité dans le fait de se lancer. J'ai beaucoup de témoignages sur Internet de gens qui disent elle est OK, mais j'ai quand même l'impression de la tromper. Ouais, Et ouais, je pense que ça a dû t'aider à échapper à ça, peut-être. ouais, bah ouais, il y avait un peu de ça. Ça n'a pas complètement effacé hein, ce sentiment de culpabilité la première Non, fois. un peu atténué. Et du coup, cette nouvelle relation qui s'est lancée à ce moment-là, est-ce que elle a duré longtemps? Est-ce qu'elle est toujours à ce jour? Alors, elle était un petit peu particulière dans le sens où bah quand on a matché, en gros, on était genre c'était le tout début du deuxième confinement et du coup on était cadenassés chez nous, interdiction de sortir, tout ça. Du coup, puis c'était une jeune femme qui avait eu pas mal de mauvaises, enfin qui avait eu de précédentes mauvaises relations. Et donc, il y avait besoin de prendre pas mal de temps, de mettre de la distance, etc., et de se sentir en sécurité, en fait. Et donc, je crois qu'on a discuté pendant un mois, et enfin pendant un mois sans se voir, quoi, via l'appli, etc. Et c'était assez fou parce que je pouvais passer genre, enfin même elle aussi du coup, on passait jusqu'à 12 heures par jour à s'écrire au point où ma compagne et mes potes se sont plaints. Enfin, c'est trop de temps, mais on s'envoyait vraiment, on s'écrivait des livres, quoi. C'était sur 100 000 sujets, etc. C'était vraiment, en fait, on a matché, on a commencé à discuter, et à partir du moment où on a commencé à discuter, ça allumé un truc, mais qui est parti, enfin vraiment, un brasier, en fait, de collusion émotionnelle, on pourrait dire. Et ouais, c'était assez impressionnant, quand même. Vous avez mis du coup combien de temps pour vous rencontrer? Un mois à peu près, je crois. Et après ça, moi, bah, du coup, vu qu'on était en confinement, c'est pas facile. Et vu que c'était aussi ma première relation polie, je connaissais rien. Enfin, j'avais jamais date, j'avais jamais même rencontré quelqu'un. Enfin, ça faisait des années que j'étais plus célibataire. Enfin, il y a énormément de choses à apprendre, donc je suis vraiment pas pressé. Et c'est elle en fait qui est venue me voir. Enfin, je lui ai laissé le choix du moment où on se verrait. Et le premier coup, bah, elle savait où je bossais et à quelle heure, donc elle m'a attendu à la sortie du boulot pour m'offrir du chocolat. J'étais vendeuse en chocolaterie. Et c'était très mignon. C'était un premier contact juste pour un peu pour se rencontrer, quoi. Et je crois qu'on a passé notre première soirée ensemble, bah, 2-3 jours plus tard, quoi. Quelque chose comme ça. C'était toujours dans des conditions de confinement quand vous vous êtes vus 3 jours après? Ouais, ça a même eu pas mal de répercussions ce contexte-là sur les premières enfin relations et dates, etc. C'est que ouais, bah on était en confinement, donc le soir c'était, enfin dès que t'avais avec couvre-feu et tout le bordel là, et donc dès que t'avais un date en fait, bah il y avait un peu le risque d'être obligé de rester dormir chez la personne ou pour les femmes d'être un peu obligé, ou que le gars te demande à rester dormir même si t'as pas envie parce que couvre-feu, etc., tu vois. Enfin, il y avait un peu cet environnement-là qui était un peu pas très safe, pas très sain, quoi. Et ça je l'ai ressenti avec quelques personnes, ouais. Enfin, c'était le contexte fin 2020, début 2021, avec les protocoles, enfin confinement, couvre-feu, tout le bordel là, qui était assez strict encore au début, hein. Voilà. Alors donc, 3 jours après, tu vas directement chez cette deuxième relation. Ça dure longtemps avec elle? C'est difficile à évaluer, si tu veux, parce qu'il n'y a pas eu le clap de fin. D'accord. En fait, ça a duré pour plusieurs mois. Elle faisait des études à distance, donc elle sortait vraiment pas beaucoup de chez elle. Là, elle est partie dans un road trip à travers tout le pays pendant 6 mois. Et du coup, bah, on s'est moins vu, tu vois, mais il y a aucun moment où on s'est dit, bah, on arrête de relationner, quoi. C'est juste en fait l'intensité de notre relation qui a fortement varié. Et on s'est pas vu pendant un an après, quoi. Je savais pas trop comment me placer par rapport à ça, parce que au final, pour moi, c'est un peu ça les relations polyamoureuses, tu veux, c'est que bah ça peut varier avec le temps, en fait.
Et il y a des gens qui coïncident beaucoup avec ce que tu as besoin et ta vie, etc. à une certaine période, et qui ont après d'autres priorités. Mais c'est pas pour ça que vous vous aimez plus peut-être. Et elle peut très bien revenir 6 mois, 20 plus tard, et si vos valeurs, vos envies, vos affections, etc. coïncident toujours, vous êtes toujours amoureux, possiblement. Donc il y a toujours moyen votre relation, elle est pas morte, elle est pas coupée, quoi. Donc c'est une réflexion que j'étais en train de me faire, effectivement, que je prends conscience là en t'écoutant, c'est que dans des relations, dans un cadre de polyamorie, on ressent moins l'urgence de devoir mettre fin aux relations. Et il y a une explication à ça. C'est que dans un cadre mono, on doit mettre fin à la relation si on veut en entamer une nouvelle. Ouais. Alors que dans un cadre de polyamorie, si on a une nouvelle relation qui nous fait envie alors que la précédente est encore en cours, même si l'intensité a baissé, on n'a pas besoin d'y mettre fin pour commencer. C'est ça en fait, et du coup, moi, je savais pas trop comment me placer, et donc on s'est pas trop vu, on s'envoyait quand même des messages de temps en temps, même encore aujourd'hui on est toujours en contact, et on s'envoyait juste des messages de temps en temps, mais on s'est pas vu pendant 1 an, et c'est l'été suivant en fait, on est tombé un peu par hasard dans le même festival, elle était bénévole et moi j'étais festivalier, et du coup on s'est dit vas-y tel jour on va boire un coup ensemble quoi, et discuter. Et du coup, c'est à ce moment-là, en fait, au détour d'une de ces formulations, que j'ai compris qu'elle considérait que notre relation était terminée. C'est-à-dire, elle me parlait de ses ex au camping, et elle m'a dit qu'il en avait plusieurs, et elle m'a regardé de manière où j'ai compris que j'étais inclus dans le lot. Et du coup, c'est là que j'ai pris conscience que, a priori, notre relation était un peu, une relation en tant que relation amoureuse, je sais pas, ou relation de proto-couple, ou je sais pas ce qu'on a été. Sentimentale, relation sentimentale, on va dire. Donc, en 2022, cette relation est terminée, t'es allé en festival. Et comment ça se passe sur la suite, ta vie sentimentale, mais également aussi un petit peu ta vie professionnelle, malgré tout? Du coup, 2020, je suis diplômé. J'avais fait mon stage de fin d'études à la mairie de là où j'ai grandi. J'ai fait mon collège et mon lycée. Et c'était vachement bien. J'étais tombé dans une équipe très bien. J'étais très content. J'aime beaucoup la responsable de service. Il y avait une possibilité que je sois embauché tout de suite après mon stage, mais pour divers problèmes, ça n'a pas été le cas. Donc là, après, on en arrive à l'été 2021. Je fais des remplacements là où j'étais en stage l'année d'avant. Suite à ces remplacements-là et quelques intérims, notamment pour les gens du patrimoine, j'ai été embauché. Et donc là, j'étais content. Premier boulot issu de mon master. Et j'ai fait 2 CDD là-bas pour quasiment 2 ans. Jusqu'à l'été dernier. Et là actuellement, je suis au chômage depuis l'été dernier. J'ai monté une maison de la photo sur Brest en espérant pouvoir peut-être être embauché là-bas, mais c'est chaud. Sinon, j'ai pas mal d'engagements à côté, notamment syndicaux, etc. Sentimentalement, t'en es où aujourd'hui également? Donc, t'as toujours ta relation de 7 ans? Ouais. Et t'as d'autres relations à côté? Ouais. Il y a donc c'était fin, je dis pas de bêtises. Et j'ai rencontré une autre personne qui était très très intéressante et on va commencer à relationner et ça se passe pas mal. Et ça fait depuis fin 2021 qu'on est ensemble, donc là ça doit faire 1 an et demi à peu près, quoi. Je découvre en fait d'autres questionnements du polyamour en fait. On sait comment faire vivre une relation de long terme de manière compatible avec une autre relation de long terme. Du coup, comment les faire coexister en fait. Ça soulève parfois des questions différentes. Je vais donc entamer les questions de fin de podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais me donner ta définition personnelle de la polyamorie? Je pense que le polyamour, c'est d'apprendre à faire vivre ensemble différentes relations qui te complètent. Est-ce que tu pourrais me dire, à tes yeux, ce que t'a apporté la polyamorie dans ta vie? Écoute, on va aller au fond des choses. Il y a de bonnes chances que je sois dépendant affectif. Et paradoxalement, le polyamour, ça m'a permis de sortir d'une manière de cette dépendance. C'est la dépendance affective. Quand t'es avec une seule personne, en fait, toute
la sécurité émotionnelle et affective dont tu as besoin, et même sexuelle, dont tu as un besoin, je vais pas dire vital parce que c'est trop fort, mais qui est un élément essentiel à ton bien-être, dépend d'une seule personne. Et c'est énormément, c'est dur à vivre déjà parce que tu es dépendant. Et dans mes cours de marketing, on m'a dit il faut jamais être dépendant d'un seul fournisseur. Pas mal celle-là. T'es dépendant de cette personne, et en retour, cette personne elle reçoit une pression énorme en fait, de devoir être, enfin d'être le garant de la sécurité affective de quelqu'un. C'est de quelqu'un qui a un besoin, qui a parfois des forts besoins. C'est extrêmement lourd. Et du coup, je me suis rendu compte que quand je relationne avec une autre personne, bizarrement, c'est pas des vases communicants. De fait, d'office, je suis beaucoup plus chill et détendu avec ça. Je sais pas d'où ça vient. J'ai pas suivi psy pour essayer de dénouer tout ça. Mais alors que quand je relationne une personne, je suis extrêmement dépendant, demandeur, envahissant, étouffant, tout ce que tu veux. Quand je suis avec deux personnes, c'est pas moitié-moitié. C'est juste que je le suis juste moins, enfin je suis moins en insécurité en fait. De ce fait de savoir qu'il y a deux personnes qui m'aiment, je sais pas, ça me rassure. Je sais pas s'il y a un lien à voir avec un Ouais, je truc. comprends. Voilà, tu vois, peut-être avec des parents, peut-être qu'il y a eu un parent absent, tu vois, j'en sais rien. Je comprends. Ouais, on pourrait croire que le fait d'avoir plusieurs partenaires permet juste de partager la dépendance affective entre ces personnes, alors qu'en fait, ça aurait plutôt tendance à la faire diminuer, voire disparaître. Bah ouais, je sais pas, moi j'ai vécu en tout cas un gros truc comme ça, quoi. Je pense qu'il y avait d'autres manières j'ai d'autres choses à dire. Tu peux me répéter la question, juste voir si j'ai fait le tour. C'était qu'est-ce que t'as apporté de la polyamorie dans ta vie? Ouais, bah il y a eu ça, il y a eu un retour des contacts sociaux, on va dire. Parce que avec la fin des études, etc., vu que j'ai bossé comme un mulet, bah, je voyais personne à part mes collègues de fac. Je me suis éloigné de tous mes potes. Enfin, mes potes aussi, il y en a beaucoup qui sont partis. Donc, j'avais plus énormément de contacts sociaux. J'avais plus le temps d'aller dans les assos. J'avais plus le temps pour rien, en fait. D'aller vers ou de rechercher des relations plurielles. Ça m'a obligé, en quelque sorte, à discuter, à aller rechercher des moments sociaux, à aller rechercher des discussions, devoir sociabiliser, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à entretenir dans la vie quand même, parce que si tu le perds à un moment que tu te renfermes sur toi et ton ou tes partenaires, bah c'est pas bon pour eux non plus, quoi, parce que là encore tu te reposes sur eux, sur elles. Donc je pense que c'est important, ouais, de garder cette capacité à pouvoir communiquer franchement avec les gens qu'on rencontre en fait. Pour ça, moi, je connais pas ton podcast. Enfin, je fais le lien, hein, mais je connais pas ton podcast, je l'ai jamais écouté. C'est juste ma copine qui m'a dit, vu que j'ai cette habitude de parler, etc. Je me suis dit, bah vas-y, on y va. De toute façon, j'ai le temps. C'est une bonne idée. Et puis après, ça te permettra aussi de découvrir les autres. Tu verras qu'il y a des choses très intéressantes, des parcours similaires, parfois différents aussi. C'est intéressant. Ouais. Bah, ça serait fini pour ce podcast. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Puis à bientôt, j'espère.